Jean-Christophe, tu as la parole. Bien, merci d'être venu ce soir à cette conférence. Merci au Centre Lesdiguières et à son brillant associé, le Cercle Dauphinois, pour l'organisation, la poursuite. Bravo au bureau de continuer à maintenir cette possibilité d'échanger sur des thèmes très intéressants. La dernière conférence sur la guerre de 1812 était vraiment passionnante. Et le nombre d'ouvrages publiés par l'auteur dans des domaines qui sont souvent peu connus en France, bravo, je pense qu'il sera à réinviter, puisque... Sylvain Roussillon. Voilà, Sylvain Roussillon, puisque tous ces thèmes... alors, Sylvain Auvergnat, il n'a pas beaucoup d'argent sur lui, donc j'avais que 5 €, donc j'ai pu acheter qu'un seul de ses livres, il y en avait un à 5 €, mais j'ai bien regretté de ne pas avoir eu 200 balles sur moi, parce que j'aurais tout pris. Franchement, j'aurais tout pris. Du coup, il m'a donné l'idée d'amener un des ouvrages que j'ai publiés. Alors, c'est pas pour faire tellement de la pub, mais comme l'Europe est tellement en crise que ce livre qui a 20 ans aujourd'hui, enfin un peu plus maintenant, son titre, je ne sais pas si ça se voit au fond, L'Europe qui sombre, finalement, avec Pierre-Yves Bournazel, on était plutôt en avance de ce thème. On avait d'ailleurs invité Alain Bournazel, je confonds avec le député de Paris, qui, oui. je ne sais pas s'il a... Candidat au... Voilà, pardonnez-moi, j'aurais pas dû confondre, mais bon. Je fais beaucoup de lapsus, vous avez l'habitude, vous corrigerez. Enfin, il y en a certains qui ne sont peut-être pas des lapsus. On en reparlera plus tard. Enfin bref, avec Alain Bournazel, pour être un peu sérieux ce soir, on avait été un petit peu prémonitoire. Vous me direz, on n'avait pas eu de mal, et bon, là au moins les choses sont claires. D'autres avaient parlé de mort cérébrale, c'était pas tout à fait de l'Europe, mais ça n'en était pas loin. Pour une fois où il avait eu une vision exacte, eh bien, vous pouvez éventuellement compléter sur des thèmes très très économiques sur un certain nombre d'échelles. Alors, avant d'aborder le thème de la soirée consacrée au protectionnisme, comme l'annonçait le petit insert qui vous a été communiqué, j'aimerais simplement prendre une minute pour rendre hommage à Michel Michel, puisque si je suis là ce soir, il ne faut pas chercher plus loin, c'est Michel Michel, que j'avais rencontré dans des combats communs, d'origine, je ne dirais pas totalement opposée, puisque la preuve, on s'était réunis, et je reste toujours admiratif, séduit par ces immenses capacités, à la fois d'orateur, parce que c'était un brillant orateur, sa culture gigantesque, ses angles d'analyse qui étaient mais d'une pertinence et là aussi d'une très grande vision. Michel Michel, le fondateur de ce cercle, on ne lui rendra jamais assez hommage pour tous ses combats, son engagement, et je dirais sa fidélité à ses engagements. Toute sa vie, jusqu'au bout, il a gardé les mêmes convictions. Donc, chapeau Michel. Alors, le protectionnisme. Protectionnisme, c'était quelque chose qui était condamné, éliminé, voué aux gémonies. Eh bien, le 47e président des États-Unis, en quelques décrets, a imposé dans la une, à travers le monde, le retour du protectionnisme et d'une certaine façon la fin de la pensée unique sur ce point. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse avant d'aller plus loin. Je vais parler plutôt du passé, je vais plutôt parler de l'histoire et surtout de l'aspect des sciences économiques, des idées économiques
en la matière, on n'est pas du tout à l'heure du bilan. Et le bilan risque d'être compliqué à mettre en place, surtout parce que le protectionnisme à la sauce Trump, c'est comme tout ce que touche Trump. C'est l'art du chaos. Ce qui va peut-être aboutir au contraire de ce qu'il souhaitait, parce que le chaos ne crée pas souvent beaucoup d'adhésion. Et il y aura sans doute des conséquences qui seront peut-être pires que ce qu'on pouvait imaginer. Donc je referme la parenthèse là-dessus, et puis je vous en prie, ne posez pas de questions sur les dernières décisions de M. Trump en matière de protectionnisme, puisque toutes les, allez, j'allais dire les 5 minutes pour exagérer, il change. Un coup c'est 200, un coup c'est 15, un coup c'est 150, et ça varie selon des critères très très aléatoires. Je sais qu'il a fait fortune en créant des casinos et tous les bâtiments autour des casinos. Je pense qu'il a une roulette chez lui, et hop, il balance, et puis il voit « Ah, la boule de la France est tombée sur 200% pour les spiritueux, et hop, je mets 200%. » C'est peut-être le mode de fonctionnement. Hein. Ça part dans tous les sens, donc il est très difficile de suivre, c'est épuisant, c'est presque impossible d'analyser parce qu'il y a des effets d'anticipation sur ces décisions qui sont prises par l'ensemble des entreprises qui aboutissent au résultat inverse parce qu'elles ont anticipé avant qu'ils ne prennent la décision, évidemment. Et puis, il y a des retours en arrière dont on n'a pas toujours le fin mot de l'explication, comme dans tous les autres domaines. Hein. Je ne parle pas que du protectionnisme, mais c'est celui qui est le plus mouvant. Il y a un poste que j'aimerais absolument pas occuper, c'est directeur des douanes des USA. Tous les matins, ils doivent envoyer des nouvelles consignes, sans savoir si elles sont légales. Hein. Il y en a déjà un paquet qui ont été retoqués par les procédures judiciaires américaines. Donc d'un côté, ils ont les décrets de Trump, et puis de l'autre, ils ont les condamnations juridiques du décret. On applique quoi ce matin? Donc, bonjour pour gérer cet aspect. Donc, épargnez-moi des questions là-dessus. C'est un capharnaüm total. Alors, pourquoi le protectionnisme avait-il si mauvaise presse? Quand je dis si mauvaise presse, c'était une quasi-condamnation. Alors, l'origine principale de cette condamnation, elle vient des grands principes des théories libérales, ou pour être très précis, des théories sur le libre-échange. Et depuis la naissance des grandes théories libérales, dont cette année, c'est le 250e anniversaire. Il y a 250 ans, a été publié La richesse des nations, le principal ouvrage des libéraux, l'ouvrage fondateur. Et cet ouvrage fondateur s'est basé sur la critique du colbertisme, notamment, principalement la critique du colbertisme, qui était l'une des premières, si ce n'est la première théorie qui a développé les principes protectionnistes. Alors, lors d'une précédente conférence, j'avais expliqué le fonctionnement du colbertisme. Cette fois-ci, sauf question, je ne le réaborderai pas. J'aborderai un autre courant protectionniste, très libéral. On n'est pas forcément anti-protectionniste en étant libéral, la preuve, et je vais le présenter, et qui a eu des résultats assez impressionnants. Et on verra d'ailleurs en partie que ces résultats expliquent qu'ils ont été fortement critiqués par certains. Alors, le libre-échange a, dans sa théorie d'origine, évoqué une contradiction énorme du protectionnisme. Le protectionnisme serait responsable des déséquilibres commerciaux. On va voir que c'est une des premières contradictions, puisque
là, nous en sommes en gros à 80 ans de mise en place, de développement, de renforcement, d'extension, tous les termes que vous voudrez pour évoquer le pendant du protectionnisme, c'est-à-dire le libre-échange. On n'a eu que des déséquilibres commerciaux. Et je devrais dire des déséquilibres abyssaux. On est en tout début d'année, on a donc les stats qui sortent tous les jours des douanes des différents États. Les stats chinoises qui viennent de sortir, ils ont battu tous les records d'excédents commerciaux l'année dernière. Tous les records. Plus de 1000 milliards de dollars d'excédents commerciaux pour la Chine. Les Chinois sont un peu les premiers à sortir leurs stats. On aura d'autres stades assez rapidement. Donc ça, c'est une première contradiction. Il y a une deuxième contradiction. Le libre-échange a été vendu avec la prétention d'assurer le développement économique. Et là aussi, on s'aperçoit, on peut vraiment dire qu'on est à l'âge des bilans, 80 ans de mise en place, on peut tirer des enseignements. On n'a jamais eu autant d'écart de niveau de vie, à la fois entre les pays et à l'intérieur des mêmes pays. C'est même une de ces grandes caractéristiques, c'est de créer des écarts phénoménaux. Le niveau de richesse d'Elon Musk, jamais on a eu sur Terre, même Crésus n'avait pas proportionnellement un niveau de richesse aussi hallucinant que Bill Gates ou Elon Musk. Donc déjà deux grandes contradictions. Troisième contradiction, elle est plus générale au principe libéral, qui, par définition, s'appuie sur l'idée qu'il faut une liberté des idées. Or, le protectionnisme, dès le départ, a été considéré comme une alternative interdite. Donc on est partisan d'un pluralisme d'un côté, et de l'autre, on interdit, on censure. Il ne fallait même pas en parler, même pas penser à cette idée. Donc voilà, rien que 3 contradictions pour bâtir cette conférence. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais il faut bien un peu serrer. Donc c'est là-dessus que je vous propose de débattre et d'échanger ce soir, pour faire un peu, si ce n'est le bilan du libéralisme, en tout cas, pourquoi cette aversion au protectionnisme, pourquoi autant de contradictions à partir du libre-échange, et comment le protectionnisme, lui, pourrait proposer des alternatives qui ont été accélérées par l'arrivée de Trump au pouvoir, mais c'était déjà... Ça commençait déjà à gratter, il y avait déjà des racines, pas que des États-Unis. Les impasses du libre-échange, les impasses de la globalisation, les impasses de la mondialisation faisaient craqueler et les idées, et les applications, et les politiques, et les choix politiques. Trump a été, pour paraphraser Lénine, qu'un accélérateur de l'histoire sur le retour du protectionnisme. Donc, première partie, des déséquilibres commerciaux gigantesques. Donc, je rappelle, la racine de la contradiction, c'est que dans la vision des idées liées au libre-échange, le système de libre-échange aboutissait à des équilibres commerciaux. Ce principe était vraiment un des piliers, si ce n'est le pilier principal de la doctrine libérale, et qui explique que c'est parce qu'on va ouvrir les frontières, qu'on va échanger, qu'on va commercer, que mécaniquement, les échanges internationaux entre pays vont aboutir à un équilibre. Et ils vont le démontrer en 3 vagues de théoriciens. Il y aura d'abord la vague de la théorie des avantages absolus, la théorie la plus simple, la plus ancienne, celle qui remonte au XVIIIe siècle,
à l'origine de la théorie libérale sur le plan économique, c'est celle d'Adam Smith, le père fondateur de la doctrine libérale, qui explique que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la branche, dans le secteur où il a le plus d'avantages. Si on est les plus performants en termes de production de champagne, eh bien, on se spécialise dans le champagne, on exporte du champagne et on abandonne d'autres types de produits où on n'est pas assez performant, où on n'est pas assez compétitif, et on importe ces produits. Ça nous coûtera bien moins cher de les acheter à l'étranger que d'essayer de s'évertuer à les produire parce qu'on n'a pas les atouts, on n'a pas les avantages absolus supérieurs. Donc voilà cette première théorie et qui a une vision optimiste puisqu'ils imaginent que chaque pays va finir par trouver des avantages absolus et qu'ainsi tout le monde aura des productions qu'il pourra échanger, que petit à petit on se spécialisera de plus en plus dans le secteur où on a des avantages absolus et qu'en conséquence on importera de plus en plus dans les autres domaines. Voilà une des premières visions, celle qui a été développée dès le XVIIIe et qui a toujours été revendiquée par les libéraux. Alors, cette vision, elle va vite se heurter à un certain nombre de limites, à un certain nombre d'impasses, puisqu'il y a des pays qui ont beaucoup d'avantages absolus, et il y a des pays qui en ont très peu, voire quasiment pas. Et donc, très rapidement, des économies seront marginalisées, vont devenir ultra dépendantes, dépassées, non compétitives, reléguées dans les bas-fonds des classements économiques, et inversement, les autres se retrouver dans les classements au sommet. À tel point, et d'ailleurs c'est un indice des impasses de cette vision économique du libre-échange, c'est que très vite, au XIXe siècle, une deuxième théorie va venir compléter, appuyer, relayer, approfondir la première, pour essayer de dire que si, il y a quand même une vocation à développer le libre-échange. Alors, c'est un économiste très connu, encore un Britannique, malgré son nom, ou à cause de son nom, je vous expliquerai un petit peu ses racines, c'est David Ricardo, qui va développer la théorie des avantages relatifs. Alors, dans les traductions, vous pouvez aussi trouver théorie des avantages comparatifs. La grande différence avec Adam Smith, c'est que lui, il a aussi été parlementaire et qu'il a, à travers son travail de parlementaire, commencé à pousser la Grande-Bretagne, le Parlement britannique, à appliquer ces théories. Il est mort avant leur application, mais 10 ans après sa mort, eh bien, le Parlement britannique va voter des lois libérales, des lois de libre-échange, des lois d'ouverture des marchés. Et à ce titre, globalement, la Grande-Bretagne a toujours été en pointe au niveau historique. Je reviendrai dessus sur cette cohérence historique, mais aussi le pourquoi de cette cohérence historique. Alors, la théorie des avantages comparatifs, elle est plus compliquée à expliquer que la théorie des avantages absolus. La théorie des avantages absolus est relativement simple. Vous avez un avantage sur les autres, vous le choisissez et vous vous imposez sur les marchés internationaux. La théorie des avantages relatifs, elle vient de l'origine de David Ricardo. Ricardo, vous doutez bien que c'est pas comme Smith, ça fait pas très britannique, c'est portugais. Le papa de David Ricardo était portugais. Sa maman était anglaise. Il a vécu essentiellement, pour ne pas dire uniquement, en Grande-Bretagne, et il avait l'habitude de ces liens historiques entre le Portugal et la Grande-Bretagne, liens qui se sont quasiment jamais démentis.
si on faisait des comparaisons, à part le Danemark et la Pologne avec la France, où on a quasiment toujours été dans les mêmes camps à travers l'histoire, eh bien le Portugal et la Grande-Bretagne ont toujours été alliés à travers toute l'histoire. Et surtout sur le plan économique. Et il va donc utiliser le modèle des échanges économiques au 19e entre ces deux pays pour expliquer sa théorie des avantages relatifs. Il va prendre deux produits, des produits textiles, les draps pour être très précis, et du vin. À l'époque, donc début du 19e, pour ces deux produits, le vin et les draps, la productivité portugaise était supérieure à la productivité britannique. Mais, et ça je ne vais rien vous apprendre, sur le vin, l'écart était de 1 à 10. Sur les draps, l'avantage des Portugais était très marginal. Et donc, il va, lui, en déduire que le Portugal a intérêt à se spécialiser dans les productions viticoles, à mettre toutes ses capacités dans les brandy, comme disent les Britanniques, Porto et autres vins portugais, renoncer à la production textile, que les capitaux, le personnel, même les espaces de terre voués à la production de l'un ou autre, soient consacrés à des vignes pour davantage exporter et laisser aux Britanniques le soin de développer le textile. Parce que si on leur laisse le soin de développer le vin, je ne fais pas de commentaires, enfin, avec le réchauffement climatique on ne sait pas, mais jusqu'à présent, les productions viticoles anglaises, si vous avez besoin de vinaigre, je ne dis pas, sinon, voilà, n'assistons pas. Voilà. Donc, du coup, le choix des spécialisations n'est plus sur des avantages absolus, mais sur une relativité par rapport au fait que soit on a un avantage très fort, et dans ce cas, on choisit cette spécialité, soit on a un avantage très marginal, et il vaut mieux l'abandonner pour se consacrer là où on a un avantage très fort, cas du Portugal, et inversement, pour les Britanniques, on n'a vraiment pas intérêt à essayer de se comparer par rapport à une production où on n'a vraiment aucun atout, et choisir celui où on est presque compétitif, et qu'en le choisissant, comme on est proche du leader, on aura une place commerciale néanmoins intéressante. C'est ce qui va se passer. Le Portugal, progressivement, à l'époque, ce n'est pas le cas aujourd'hui, va abandonner sa production textile, et la production textile britannique va exploser et faire la fortune de la couronne anglaise. Donc voilà cette théorie des avantages relatifs qui compense les impasses des avantages absolus et va faire que les Britanniques vont presque imposer à la terre entière ce principe où on incite chaque pays à se spécialiser selon les critères que je viens d'évoquer, et ainsi à disposer de quoi exporter, de quoi échanger, de quoi équilibrer le commerce. Voilà pour la théorie. Très vite, elle va se heurter aux mêmes impasses que j'évoquais avec les avantages absolus, et on va aboutir à une troisième génération de théorie qui s'appelle le théorème HOS. Pourquoi HOS? Parce que pour compenser les impasses précédentes, trois économistes suédois vont se liguer, donc Esker, Olin et Samuelson, et on a repris leurs initiales. Alors c'est encore un cran plus complexe,
c'est une théorie de la combinaison des facteurs de production. Chacun va se spécialiser dans une production où la combinaison des facteurs de production, le climat, la terre, la position géographique, la main-d'œuvre, les capitaux, etc., font que la Suisse est parmi les plus grands exportateurs de chocolat. Chocolat. Il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. C'est pour la suite. Ah non, c'est le français le meilleur. Voilà. Du côté de Voiron avec une antenne. Voilà. Marqué Bonin. Voilà, Bonin. Donc, et on pourrait faire le tour de tas de produits où parfois on se demande pourquoi la combinaison qui fait que tel pays, en combinant des facteurs, est devenu le leader dans un domaine. Et chaque pays essaye ses combinaisons et on a une distribution géographique qui font que tel pays va faire tel produit contre les autres. Alors, déjà, 3 théories pour chacun des siècles, 18e, 19e, 20e, pour essayer de défendre le développement du libre-échange, et 3 résultats qui sont pratiquement toujours les mêmes, en pire que ceux de l'époque mercantiliste qui avait précédé toutes ces théories, avec des déficits de plus en plus considérables. Des écarts ou des excédents. Quand je dis des déficits, c'est qu'il y a forcément des excédents quelque part. Donc on a, j'ai noté quelques chiffres pour mémoire, en 2023, la balance commerciale des USA était déficitaire de 1064 milliards de dollars, presque 100 milliards par mois, presque 3 milliards de dollars par jour de déficit commercial pour les USA. Je ne parle pas du Rwanda, qui a peut-être besoin d'importer beaucoup de produits. Je parle des USA. Déficit commercial 1064. Alors, pour ne citer que quelques excédents, des pays que je vais citer par rapport aux USA, toujours pour 2023, la Chine, 279 milliards de dollars d'excédent. L'Europe, dans sa globalité, 228 milliards de dollars d'excédent, essentiellement l'Allemagne. 152 milliards pour le Mexique. Alors, le Mexique, je fais une petite parenthèse. Au Mexique, il y a ce qu'on appelle les maquiladoras, les entreprises maquillées. Donc, il y a une bande de 10 km au sud de la frontière, avec des usines, beaucoup d'usines japonaises, des usines chinoises, etc. Tout arrive plus ou moins des pays en question. Et là, ils maquillent le produit. Ils lui rajoutent un logo, ils lui rajoutent, si c'est une voiture, ils vont mettre par exemple 2 rétroviseurs. Et hop, elle passe au nord. Et donc 152 milliards d'excédents pour le Mexique. 104 milliards pour le Vietnam. Alors, par rapport aux États-Unis, qui a gagné la guerre du Vietnam? 83 milliards pour la seule Allemagne, alors bien entendu c'est dans les 228 que je vous citais tout à l'heure, 71 milliards pour le Japon, 68 milliards pour le Canada, 51 pour la Corée du Sud, etc. Et nous Nous, je crois qu'on est déficitaires. Nous, à part les avions, on va enfin, si, 2-3 bouteilles de champagne, mais on n'est qu'à 3,5 milliards sur le champagne. Le luxe, Louis Vuitton et tout, ça marche, mais globalement, on est déficitaire entre les ordinateurs qu'on leur achète, etc. Alors, j'ai pas pris les statistiques parce qu'on est presque à l'équilibre avec eux, mais on est légèrement déficitaire. Il nous faut quand même des droits, ce comprend. Et il nous fiche quand même des droits. Tout ça, il y a une sorte d'irrationalité générale. Alors, c'est pas pour le défendre, mais quand vous voyez ces déficits, et que ces déficits sont continus et ont tendance à s'aggraver. Hein, si vous prenez les courbes sur une longue période, jusqu'aux années 60, les États-Unis étaient excédentaires. À partir des années 70, ça a commencé avec certains excédentaires, avec d'autres déficitaires. Depuis les années 80, ils sont quasiment toujours au déficit. Et puis à partir des années 90, ça
ça a explosé. Donc, à un moment, ça devait finir par craquer. Ça devait finir par craquer. C'est en train de craquer. Alors, je ne fais pas le tour du monde. J'ai juste noté pour la France, en 2023, 99 milliards d'euros de déficit. La France, 99 milliards d'euros de déficit. Non, global. Notre déficit global. Hein. On a 1000 milliards en dollars. Hein. C'est en euros ou en dollars? Non, là c'est en euros, pardon, excusez-moi. Alors, ça veut presque rien dire, parce que entre l'euro de 2023 et l'euro de maintenant, en euros de 2026, ça serait 120 milliards de dollars. Le dollar a beaucoup plus. Donc, nous, on est très déficitaire. Alors ça, c'est une de mes internes. À chaque conférence, je rappelle que il y a le déficit budgétaire, etc. Oui, c'est grave, et ainsi de suite. C'est pas moi qui vais le nier. Mais il y a quelque chose de bien plus inquiétant. C'est notre déficit commercial qui est très, très lourd. Et là, on était à quasi 100 milliards d'euros. Donc bien plus qu'en dollars. Donc, l'affirmation qui consistait à dire haro sur Colbert, haro sur le colbertisme, c'est une insulte dans le langage anglo-saxon à une certaine époque d'être colbertiste. Parce que ça provoquait des déficits commerciaux ou des excédents commerciaux. On accuse la Chine d'être colbertiste, on accusait, parce que ça commence à passer à l'imparfait, l'Allemagne d'être colbertiste, c'est-à-dire de générer des très forts excédents. Oui, mais le résultat des doctrines libérales, que ce soit avantage absolu, que ce soit avantage relatif, comparatif, ou le théorème HOS, le bilan, il est plutôt plus critique, puisque il y a des pays qui ont des spécialités qui sont porteuses, et il y a des pays, que ce soit comparatif, absolu ou combinaison de facteurs, qui ne sont pas favorables pour d'autres. Voilà le bilan. Et ça varie, mais ça a plutôt tendance à s'aggraver et à s'amplifier. Ceux qui sont leaders sont de plus en plus leaders, et ceux qui sont losers sont de plus en plus perdants. Alors, est-ce grave, docteur? Oui, c'est très grave. C'est très très grave. Alors, et ça c'est une de mes internes, je redis toujours que le déficit commercial est très grave. Aujourd'hui, il est presque indolore pour la France. Pourquoi? Parce qu'on est noyé dans l'euro. Si nous avions le même déficit commercial aujourd'hui, nous aurions eu ce que nous avons eu en 1982, 3 dévaluations en 18 mois. 3 dévaluations en 18 mois. Et en 1983, les jeunes, écoutez-moi bien, les frontières se sont fermées. Tout Français, citoyen français, si vous étiez immigré en France, il n'y a pas de problème, mais si vous étiez citoyen français, vous ne pouviez pas sortir du territoire sans avoir ouvert un livret de devises auprès de votre banque, sur lequel vous pouviez mettre, alors je vais essayer de le convertir, ça devait être 300 €, 2000 francs de l'époque, alors ça valait plus en pouvoir d'achat que 300 €, hein, mais en gros c'était ça. C'était ça, on a connu ça. D'un seul coup, il y avait eu un grand titre de libération, Capri, c'est fini. Capri, c'était fini. En 83, là il y a un grand voyageur parmi nous, et à l'époque, terminé, c'était ceinture. Les vacances, ça se passait en France. Il y avait une grande campagne de publicité, il y avait une magnifique photo. La Floride, on voyait des étangs, des flamants roses et tout. Non, la Camargue. Voilà. Terminé, Mar-a-Lago, fallait rester ici. Voilà. C'est l'époque où on a fait la grande mode. Et voilà, on a industrialisé le littoral. L'architecte Balladur.
pour que les Français puissent rester ici. Bien, donc aujourd'hui, on ne s'aperçoit pas de ce danger parce que c'est noyé dans l'euro et que grâce à la zone euro, on est très excédentaire commercialement, donc l'euro est de plus en plus fort. Du coup, on n'a pas de dévaluation, ce qui fait que les décisions politiques en la matière, elles ne sont jamais prises, et que l'économie s'effondre. Le déficit s'accroît, et la dépendance qui est liée au déficit, on ne s'en aperçoit pas. Mais le Cornu reste Premier ministre. C'est le principe. Ah, ouf, En ouf, enfin une bonne nouvelle. Hein, enfin une bonne nouvelle. Le Cornu, quel énorme. Prédestiné. Donc, quelles sont les conséquences des déficits? Ben, c'est très simple. Qui dit déficit? Comment est-ce qu'on... Si vous avez un trou dans votre budget, il n'y a pas 36 solutions. Vous empruntez, si vous voulez équilibrer. Diminuez vos dépenses. Parce que tout... Ou vous diminuez vos dépenses. C'est quoi ça? On dirait un Auvergnat. Je suis Auvergnat, c'est pour ça que je À moitié. À moitié. Ah, ben voilà. J'ai vécu à Voilà Aurillac. une mesure. Ah, en plus, Aurillac. Le nombre de présidents et de chefs d'État qui sont originaires de cette région, depuis qu'on a confié à... Bon, je ne peux pas insulter la région en question, mais bon. Voilà les résultats. Quand il y avait des Auvergnats, les budgets étaient excédentaires. Ils ne signaient pas toutes les dépenses. Bon, voilà la première solution. Voilà. On est d'accord. Donc, on emprunte. Et on nous prête. Et on nous prête. Alors, on nous prête. À un moment, il y a un problème pour rembourser. Eh ben, le prêteur saisit. C'est la Grèce. Voilà. C'est le cas de la Grèce. C'est le cas de. On n'est pas seul, hein. On n'est pas seul, sauf que jusqu'à présent, on n'était pas le dernier de la classe. On se rapproche du dernier rang. Et je pense même qu'objectivement, 2026, ça y est, on est dernier de la classe. Sur un autre indice qui sont liés, c'est un peu compliqué au niveau économique, mais qui sont liés, celui du déficit budgétaire, on risque d'avoir le croisement des courbes. Ah si, il y a les Belges qui sont pires que nous. Alors on sera avant-dernier, on était antépénultième en 2025, on sera avant-dernier en 2026. Et pour les présidentielles, avec un peu de malchance, on sera sans doute dernier. Et sur le niveau commercial, on est quasi dernier. Hein. C'est une vraie catastrophe. Donc, si je fais la liste des inconvénients, en général, il y a dévaluation. Là, je vous dis, on en est indemne, mais normalement, il y a dévaluation. Il y a appauvrissement du pouvoir d'achat. Qui dit emprunt dit dépendance. Qui dit dépendance dit soumission, dit perte de souveraineté, etc., etc. Donc, c'est bien pour ça que j'insiste beaucoup. Le déficit commercial, c'est sans doute la plus grande des plaies économiques. Donc voilà, première contradiction. On va passer à une deuxième contradiction. Il est ancien ce déficit commercial. Il a commencé quand le déficit commercial? Alors, on en a eu un petit peu dans les années 90, puis ça a été bien rétabli jusqu'en 2000-2001. Et en gros, le déclin, véritablement sur ce point-là, commence en 2001 et il s'aggrave pratiquement continuellement. Ça a commencé par le déficit industriel. Alors, à l'intérieur du déficit commercial, il y a plusieurs sous-branches. Donc, on était déjà très déficitaire en matière énergétique et de matières premières. Ça, je ne vous apprends pas. C'est un des rares domaines où ça s'est amélioré parce que la production nucléaire fait qu'on est exportateur de nucléaire, sauf l'année catastrophique, c'était quoi, 2022, où il y avait une maladie dans les tuyaux et il n'y avait même pas de quoi réparer les tuyaux. Il a fallu faire venir des soudeurs américains pour réparer les tuyaux des centrales nucléaires françaises. Il n'y avait qu'eux qui savaient faire, il n'y en avait plus sur le marché. Toutes les décisions avaient été prises de fermer Fessenheim et c'était annonciateur de toute une série d'autres fermetures.
pourquoi former des soudeurs alors qu'on va fermer la centrale? Et d'un seul coup, ils se sont aperçus, je crois que c'est à Civaux la première, qu'il y avait un problème. Bien entendu, ce problème s'est retrouvé sur 5 ou 6 centrales, sur un domaine où l'erreur est interdite. Il y a déjà eu Tchernobyl, il y a déjà eu Fukushima, il y a eu Three Mile Island. Il ne faut pas négliger là-dessus. Et donc, aucun soudeur. Donc, l'agence intérim qui a fait venir les soudeurs américains, j'aimerais bien voir sur mon compte 10% du truc. Rien que ça. Je n'ai pas Auvergnat. Donc, je me suis un tout petit peu égaré. Oui, donc je disais que l'énergie a toujours été déficitaire depuis très longtemps. Tout ce qui est matière première, depuis, on n'a presque plus aucune mine, donc c'est déficitaire. L'industrie est donc devenue déficitaire en gros en 2000, et elle a entraîné donc, dans le déficit l'ensemble de la balance. On n'a plus que 4 secteurs industriels excédentaires: la pharmacie, l'aéronautique, le luxe, la chimie. Voilà les 4 derniers secteurs. Tout le reste est déficitaire. Le naval aussi, quand même. Le naval. Alors, l'armement est excédentaire. L'armement est excédentaire. Alors, bien entendu, essentiellement par les Rafales, donc c'est dans l'aéronautique. Le naval paquebot est excédentaire. Par contre, les méthaniers, les vraquiers, les pétroliers, les ferries, tout le reste est déficitaire. Si, on a une petite niche, les yachts. Ah oui, Beneteau. Là, je crois même qu'on est numéro 1 mondial ou à la bourre avec les Italiens sur ce créneau. Mais des petits yachts. C'est Beneteau, c'est des petits... Oui, c'est la plaisance. J'avoue que depuis que j'ai vendu le mien, je ne sais plus où on en est. Malheureusement... Non, mais moi je pensais à ceux qui sont moins de 30 mètres de long. Je pense on en parle très peu, c'est pas très public, c'est jamais communiqué, mais on en a... Mais quand même sur tout ce qui est BTP, etc., on exporte beaucoup. Ouais. Alors, le BTP, c'est compliqué, c'est pas dans la balance commerciale. Ah bon, c'est statistique, c'est dans la balance entre guillemets des services, puisque on rend des services sur le lieu où c'est fait, c'est pour ça. Et donc, c'est une balance qui, elle, est excédentaire. On n'est pas que déficitaire. La balance des services est excédentaire, et en particulier par le BTP, où on a les 3 ou 4 numéros 1 mondiaux du secteur. Mais c'est une activité qui a peu de retombées. Proportionnellement à son chiffre d'affaires, elle a beaucoup de retombées dans le pays où elle est engagée, mais il n'y a que 5-10% qui reviennent en France, entre guillemets. Mais on est performant là-dessus. L'agriculture était excédentaire, elle est en train de devenir déficitaire. 25. Voilà. 25 sera sans doute l'année de la bascule. Très certainement. Les statistiques françaises du commerce extérieur ont toujours 2 mois de décalage avec les années civiles. Donc, on attend les derniers résultats. Il y a de très fortes chances. Les 9 ou 10 premiers mois, on était sur la courbe déficitaire. Pour la première fois de l'histoire, sans doute. Première fois de l'histoire. En tout cas, depuis que les statistiques existent. Je ne dis pas peut-être en 46 ou 47 quand il a fallu nourrir la population, mais sinon on a toujours été excédentaire sur ce point. Donc deuxième partie consacrée au libre-échange à l'origine de la dégradation des termes de l'échange. Alors, dans les atouts proposés par le libre-échange, donc l'ouverture des marchés, l'ouverture des frontières, la suppression des douanes, etc. Un argument était développé, c'est que c'était la meilleure façon de se développer, c'était la meilleure façon d'assurer l'enrichissement des populations, etc., etc. Alors, c'est en partie vrai, ça a en partie favorisé le décollage économique, etc. C'est pas toute la théorie libérale n'est pas jetée avec
le bébé et l'eau du bain. Loin de là, je couponne beaucoup en ce moment, donc maintenant je peux en parler, ou en reparler. Donc, là aussi, il faut qu'on fasse une petite analyse, parce que, globalement, comme je l'évoquais dans la première partie, l'ouverture des frontières, au lieu de créer des rééquilibrages, au lieu de créer de la compétitivité, de la concurrence, qui est un autre pilier du libéralisme, je ne veux pas faire le tour de tous les piliers, mais il y a aussi celui-ci, eh bien, elle a quasiment favorisé l'inverse, c'est-à-dire une hyper-spécialisation et une disparition des productions locales. Je vais prendre 2 secteurs pour les illustrer, mais on pourrait pratiquement prendre tous les secteurs économiques, l'aéronautique et la fabrication de motos. Si vous prenez l'aéronautique, que vous faites une carte de la construction d'avions avant 1945, vous avez des dizaines de pays qui fabriquaient des avions. Et des avions parfois très compétitifs et relativement performants, etc. Si vous vous intéressez à la question, vous verrez que les Argentins étaient très en pointe sur l'hélicoptère, par exemple. Prenez la carte de géographie de la production aéronautique en 2026, vous allez voir 2 pays en gros, la France avec l'Allemagne, l'Espagne, un peu la Grande-Bretagne et l'Italie autour du groupe Airbus pour faire simple, les USA. La Chine est en train de pointer, presque comme dans tous les domaines. Et puis après, vous avez des très faibles exceptions. Vous avez un tout petit peu la Suède. Vous avez la Russie, mais quasi aucune exportation. Quasi aucune. Je ne dis pas qu'ils sont présents, mais même la Serbie n'a pas acheté russe. Le Brésil. Le Brésil avec Embraer, mais Embraer, c'est en train de devenir une filiale d'Airbus, si je ne me trompe pas. Vous avez l'Indonésie. Les Canadiens. Les Canadiens, Canadair. Alors Canadair, je crois que c'est fait. Hein. C'est Airbus. pas C'est C'est Airbus. Airbus. Non, C'est non, Airbus. avec Bombardier. C'est Bombardier. Airbus. Bombardier, c'est Airbus. C'est Airbus. Ah bon? Ouais, Ouais, c'est Airbus. et puis aux États-Unis, vous en aviez plein. Vous avez Boeing, vous avez Lockheed. Boeing a tout ramassé. Tout ramassé. Lockheed Martin, c'est à part. Oui, Mais c'est militaire. mais c'est militaire et ça dépend des motoristes. Et globalement, c'est la carte s'est réduite. Alors, les motos. Oui, mais Ouais, c'est un constat. Mais ce que je veux. Mais c'est dans, pardon, excusez-moi, je te coupe, Oui. c'est dans la logique du premier principe que tu élaborais. Tout à fait. Tu as indiqué, à savoir qu'on abandonne les Oui, produits pour lesquels on est faible pour se spécialiser sur le produit Absolument. plus fort. Mais ce que je veux surtout mettre en évidence, c'est que dans le discours qui est vendu, c'est que le libre-échange apporte la concurrence. Le bilan, je suis désolé, c'est l'inverse. La concurrence Voilà, ou la la concurrence entre complémentarité? Airbus et La puis, concurrence ou la Américains, complémentarité? Alors, ils s'appellent. Parce que Smith, c'est plutôt la complémentarité. oui, mais le pilier pour que l'existence du marché fonctionne, c'est qu'il y ait de la concurrence. Et les autorités qui ont été créées, notamment au niveau de l'Union européenne, ont été bâties sur l'idée il faut absolument maintenir la concurrence. Libre et non faussé. Voilà, libre et non faussé. À l'arrivée, et on pourra y revenir en conclusion sur ce point-là, eh bien, non seulement il y a moins de concurrence, et quand il y en a, elle est de moins en moins libre et de plus en plus faussée. Donc, une contradiction de plus. C'est surtout ça que je voulais faire émerger. Sur les motos, alors, la France en est l'exemple parfait. On a abandonné Tout. totalement. Tout. Même les spécialités type les mobylettes, pas les Vespa, mais les scooters. Voilà. Terminé. Tout le secteur a été rayé. Alors, quand on analyse au niveau des ingénieurs, on voit qu'on est encore capable de fabriquer des voitures, de fabriquer des vélos, de fabriquer des avions.
j'imagine qu'on peut totalement fabriquer des motos. Eh ben non. Non. Et la carte mondiale, là aussi, c'est totalement réduite. Le Japon. Il y a le Japon et puis 2-3 petits producteurs perdus. Alors, j'ai pas encore vu les motos chinoises. Je suis d'ailleurs très étonné que ça n'ait pas débarqué. Il y a les Russes, mais elles perdent. L'Italie un petit peu. Si, l'Italie quand même. Oui, oui. L'Italie. Les États-Unis aussi. La BMW, je sais pas où ils en sont, mais bon, Ah si, pendant c'est- longtemps. Si, ça marche, J'ai ça roulé en marche. BM pendant 30 ans. Voilà, Non, ils sont bons. Ils sont bons. C'est pas des Allemands, ce sont des Bavarois. Attention. des Bavarois. Des Bavarois. Voilà. On a eu une réduction, alors qu'avant, pratiquement dans chaque pays, Il y a Harley. il y a Harley et puis il y a les Triomphes. Non, comment c'est Le Triomphe. C'est britannique. les Britanniques, hein, c'est ça. Non, mais c'est pas Triomphe, Il y a c'est. une deuxième marque américaine de moto, mais je me souviens plus. Voilà. Et il y a eu des tentatives de lancement Indian. En France, En il y en a eu 5 ou qui se sont 6. qui ont tous bouffé le bitume avec les dents. Voilà, Qu'est-ce qu'il y a exactement. d'Indian Exactement. Alors, pourquoi ces situations où, et c'est de plus en plus le cas, où dans pratiquement tous les produits industriels, aujourd'hui, et ce sera plus en plus confirmé à l'avenir, il sera impossible d'accéder à un marché. C'est ce que les économistes appellent les barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée sont de plus en plus hautes. Pourquoi ? Parce qu'il faut investir énormément et il faut apporter un énorme savoir-faire. Quand vous avez gardé le savoir-faire, quand vous l'avez conservé, et sur le nucléaire, on a fauté, on a eu une rupture générationnelle. La dernière génération de ceux qui ont maîtrisé la construction des centrales est partie à la retraite avant que la nouvelle n'arrive. Cette rupture nous a presque été fatale. Le devis pour la centrale nucléaire normande, L'EPR. l'EPR a explosé parce qu'il y avait eu toute cette perte de connaissances, de savoir-faire, de synergie qui n'avait pas été maintenue. Là, j'espère qu'on a sauvé la mise et qu'on pourra maintenir la filière et maintenir le programme qui fera qu'on pourra continuer dans le domaine. Mais tous les domaines où on a abandonné, à commencer par les motos, on n'a plus les capacités de sauter la hauteur de la barrière. Les barrières à l'entrée sont trop hautes. Il y a un exemple, ou presque un contre-exemple, qui démontre la réalité de ce principe, c'est l'aventure automobile des Chinois. Ils ont essayé sur la voiture thermique. Ils ont lancé des tas de produits, des tas de marques. La barrière était tellement haute qu'ils se sont vautrés. Ils ont analysé ça. Ils ont redistribué toutes leurs aides et ils ont dit, vous nous faites de l'électrique. Dans l'électrique, ils étaient au même niveau de départ que les Européens, que les Japonais, que les Américains. Même niveau. Du coup, ils ont pu foncer plus ou moins vite. Et aujourd'hui, ben ça y est, on a les résultats 2025. BYD est devant Tesla au niveau des ventes. Et la performance de la dernière BYD est plus rapide que le Lamborghini au Elle a démarrage. 3000 chevaux. 3000 chevaux. Ça, c'est une bête. C'est une bête. Voilà. C'est pas le On est chevaux. au club automobile, Des chevaux. et ben 3000 dragons. Mais elle donne moins envie qu'une Ferrari. Elle est plus puissante, elle va plus vite. J'ai vu les deux. Je trouve une Ferrari, il n'y a pas mieux. Si, Porsche, c'est mieux. Non, c'est très bien, mais c'est moins cher. C'est Lamborghini, Bien. Est-ce que ça a un avenir, l'électrique, en voiture, avec tous les problèmes que ça pose, par exemple pour les batteries qui ne sont pas recyclables, les voitures électriques qui ne sont pas revendables parce que justement il faut changer de batterie. Non, c'est parce qu'elles sont. En rien de temps, elles sont plus du tout à la mode. Vous avez vu une voiture neuve électrique, au bout de 3 ans, elle est déjà complètement démodée. Et moi, c'est pas de la mode dont j'ai entendu parler,
c'est du fait que le remplacement de la batterie était hors de prix. Ça coûte En plus cher plus, que la voiture. bah oui. Donc, Enfin, si vous regardez le marché norvégien, et le marché norvégien, c'est pas celui du Burundi. Hein. 90% des... 90% du marché, c'est des électriques. Il fait froid mais pourtant. combien Hein. de temps? Ben voilà. Et pourtant, il fait froid. Hein. Et quand il fait froid, rien ne marche. Ah ben, ça On marche. Ça. essuie-glace, Là, ça marche. Ça marche. Ah ben oui. Vous n'avez jamais de problème au démarrage. Ah non, 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 non. Les performances Oui, oui. électriques. Il n'y a qu'un problème, c'est que ça ne fait pas de bruit du tout en pleine ville. Il faut Oui, tout autour. Ouais, en fait, Alors, là, la baisse de température, ça diminue les, Ah bah oui, Ça diminue les performances. les capacités de la Absolument. batterie. Hein. Absolument. Et de sa charge, etc. Ça charge, oui. Mais ben, les Scandinaves, les royaumes scandinaves, en général, sont toujours en pointe. Oui, d'accord. Oui, Même c'est en pour pointe en Einstein. connerie aussi, hein, mais bon. Oui, parce que ce sont eux qui ont balancé toute l'éducation permissive et tout ça. Et l'accueil Malmo, qui est une ville africaine, etc. Non, ils sont à la pointe, mais Nous en reparlerons. Mais là, Nous en reparlerons. bon, combien de temps ça va durer, ça, cette histoire d'électrique? Ah, ouf. moi, je pense malheureusement que le thermique il va être malheureusement disparaître. Pas dans 10 ans, 20 ans. Ça sera peut-être un autre objet de... Oui, de- là-dessus, moi je suis un peu comme de la dire. Là, on est un peu hors sujet. Mais ceux qui ont comme moi des diesels, surtout gardez-les parce que vous vous en féliciterez. Hein. Parce qu'il y aura toujours dans les tours de distillation, il y aura toujours du gazoil. On ne sait pas fabriquer sans fabriquer de gazoil. Et le gazoil, il faut quand même bien le consommer. Or, l'agriculture et les transports ne peuvent pas tout consommer, donc il y aura quand même besoin d'un parc automobile qui consomme du gazoil. Et ben, ceux qui auront conservé du gazoil, ils s'en féliciteront parce que c'est inusable, c'est inusable. Bien sûr. Et on a beaucoup progressé dans les gazols en matière de rejet dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on était au bout du bout des recherches et on sait rejeter le moins possible de saloperies. Mais tous les gouvernements sont contre. moins de le CO2. gazole. Oui, mais les gouvernements... Non, mais ça c'est possible. Mais dans la pratique, on s'aperçoit que de même que dans en Afrique ou dans des pays qui sont sobres, eh ben, c'est les vieilles recettes qui marchent. Tu verras jamais en Afrique de voitures électriques parce que c'est pas possible. Après, il y a Ça bascule vite, il y a hein. deux choses qu'on pourrait quand même soulever, deux questions qu'on pourrait soulever. La première, c'est la distorsion de marché qui est permise par l'État communiste chinois qui est un État interventionniste hors de proportion et donc qui ne s'inscrit pas justement dans la logique du libre-échange, avec une concurrence librement faussée. Voilà, exactement. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'Allemagne. Vous disiez tout à l'heure que elle était restée, comment vous disiez, elle était Compétitive ou... non, l'Allemagne, elle a suivi une logique mercantile. Ça a Oui, été le oui, mercantilisme mercantilisme, complet. oui. Donc c'est-à-dire qu'elle a énormément profité justement du libre-échange. Oui. Donc on n'était pas dans une situation de protection du marché. Oui, et effectivement, l'Allemagne était le modèle. Le modèle, si on peut dire. Elle exportait, elle était compétitive, elle était performante. Elle importait beaucoup, mais elle avait Elle était compétente surtout. très compétente. Elle avait donc une importation de matières à coût réduit C'est ça. pour être hyper performante et des produits au top qualité qui inondaient les marchés. C'était le modèle. C'était le modèle. Le modèle est en crise actuellement. Et avec beaucoup d'inquiétudes, puisque on parlait des productions de voitures thermiques qui étaient leur spécialité, c'était le pays du modèle en question. Et là, il licencie chez Porsche, donc c'est la première fois dans toute leur existence. toute leur Je existence. pense qu'ils ont voulu aussi se convertir à l'électrique à toute berzingue. Hein. Oui.
et qui ne s'attendaient pas à ce que le marché chinois se retourne, se referme, et le marché chinois s'est retourné pour de l'électrique. Alors, on ne va plus parler du débat électrique thermique au club automobile. Je vais revenir sur le problème des termes de l'échange. Donc, le résultat global de ce libre-échange a été de créer une spécialisation, on va dire, géographique. Pour faire très simple, le Nord s'est spécialisé sur l'industrie, le Sud sur les matières premières. Et très vite, on s'est aperçu que, logiquement, ces spécialisations accentuaient les écarts au lieu de les réduire. Pourquoi? Parce que les matières premières du Sud, que ce soit les minerais, que ce soit les matières premières agricoles, en gros, leur cours, surtout pour les matières agricoles, était en chute. Pourquoi c'était en chute? Parce que plus ils se développaient, plus la quantité augmentait, loi de l'offre et de la demande, si vous augmentez l'offre, vous provoquez une réduction des coûts. Inversement, les produits industriels, eux, ne sont jamais les mêmes. Ce qui a été produit comme voiture en 1960 n'est pas produit en 70, etc. Et donc, le prix des véhicules est toujours en constante augmentation parce que le produit industriel est en progression permanente. Un kilo de blé de 1640, c'est le même kilo de blé en 2026. Non. Alors, il y a eu des améliorations, il y a eu des modifications, mais si vous prenez 1 kilo, c'est 1 kilo. Si vous prenez la valeur nutritive, elle est la même. Alors après, la taille des épis, les grains et tout, etc., ont évolué. Ça, je suis d'accord. Mais en termes de productivité économique, c'est constant. Une tonne de charbon de 1630, c'est la même tonne de charbon aujourd'hui. En tout cas, en résidus économiques. Après, ils aient fait des OGM et compagnie, je ne dis pas, mais en résidus économiques, c'est la même chose. Alors qu'un véhicule, il y a quelques photos dont une traction au fond là-bas. Prenez une traction aujourd'hui et que vous l'alignez, c'était quoi? C'était Citroën, c'est ça Citroën, avec, c'est quoi la dernière Citroën actuellement, l'équivalent aujourd'hui? C'est 5 Aircross. Voilà, la CR5 Aircross, les performances ne sont pas les mêmes. On est bien d'accord. Donc qu'on vende au même prix que celle-là, économiquement, ça ne tient pas. Donc voilà, les termes de l'échange se dégradent. Les pays du Sud ne peuvent pas, compte tenu des barrières, dépasser les productions qui ont été lancées avant, sauf le cas de la Chine qui a tout protégé pendant des décennies, qui a investi et massivement pour se créer des industries. C'est quasiment les seuls qui ont réussi à pouvoir franchir les barrières. Sinon, aucun pays du Sud n'a pu le faire, sauf à jouer sur les maquiladoras, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont donc des fausses entreprises locales. Donc les termes de l'échange se sont accentués, et plus les technologies permettent d'être performants dans les mines ou dans les champs, plus la production augmente, plus les cours s'effondrent. Il y a un exemple dont personne ne parle, qui est totalement catastrophique, c'est Cuba. Cuba, à l'époque de Castro, c'était 10 millions de tonnes de sucre qui étaient produits. La safra, c'est la récolte de sucre, 2025, 140 000 tonnes. Cuba est en train d'importer du sucre pour faire du rhum. Cuba. Comment ça se fait? Oui. Comment ça se fait? Alors, le système est catastrophique, mais surtout, le sucre, tout le monde s'est mis à en produire. Tous les pays du Sud ont coupé les arbres et ils sont mis à faire de la canne à sucre. Du coup, les cours ont plongé. Les Cubains n'ont pas les équipements que les Brésiliens, les Colombiens ont pour faire sur des centaines d'hectares des plantations de canne à sucre
avec des machines qui sont plus larges que la pièce et qui sont donc 10 fois plus productifs qu'une équipe de castristes ou de chavistes en train d'essayer de couper des cannes à sucre à la machette. Du coup, personne ne leur achète le sucre. Leur premier client, c'était l'URSS, il n'y a plus. Donc, le marché s'est effondré. Il n'y a qu'un produit qui marche, les cigares et le rhum. Et pour produire du rhum, 2026, vraisemblablement, ils vont être obligés d'en importer. Ça leur coûtera moins cher que d'essayer d'en produire sur place, parce que c'est l'effondrement. Peut-être qu'ils en boiront moins. Le thé, aujourd'hui, la majorité des thés qu'on achète sont produits en Afrique. Ça, c'est... En Asie. Et en Asie, Regardez la production du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et tout. t'es sûr? Ah, je suis sûr de moi. Sûr de moi. C'est toujours été en Asie, normalement. Oui, Depuis mais très longtemps. Mais c'est produit bien ailleurs parce que les conditions font que la main-d'œuvre kenyane est bien moins chère que la main-d'œuvre chinoise. Et les Chinois, maintenant, l'agriculture, ils sont en train d'en sortir. Voilà. Donc on a une logique qui fait que les cours mondiaux des matières premières, s'ils augmentent, on va investir dans des pays où on n'aurait jamais investi avant, et du coup on a du thé d'Afrique, d'Amérique latine, etc., etc. Et du coup ça maintient les cours bas. Moi, au magasin, j'ai du thé quand même qui vient Du vrai thé, Oui, voilà. comme on a des vins millésimés. Et c'est pareil. Tu fais dans le luxe. Non, Voilà. c'est pas du luxe. Si tu veux casser les prix, si tu veux prendre du thé sous une marque de distributeur, l'origine sera tanzanienne, sera mozambicaine, sera là où ils ont trouvé des terrains, Madagascar. Et tous les cours des matières premières sont appelés à ne pas pouvoir grimper parce que dès qu'il y a une matière qui semble intéressante, on investit, on achète les terres et on cultive. Il y a le cacao qui s'est envolé quand même. Oui, le cacao. Alors là, ça explose. Alors, si le cacao je ne connais pas le cycle. Le cacaoyer, il met combien de temps avant de produire une fève? 2 ans, 5 ans, 10 ans? Même 7 ans. Voilà, donc 7 ans. 7 ans, ça fait un peu trop long pour la plupart des investisseurs. C'est sans doute pour ça que le cacao, il a des cours plus... Non, mais il monte. Enfin, maintenant, il monte. S'il monte à un très haut niveau, on va investir, je dis n'importe quoi, moi au Vietnam, pour créer des plantations de cacaoyers. Et il ne faut pas s'inquiéter, dans 7 ans, tu auras le cacao du Vietnam. Non, mais c'est d'autres choses. L'Amérique du Sud et tout, l'Amérique du Sud, c'était vraiment un gros producteur de cacao. Après la Côte d'Ivoire. Voilà. Et maintenant, en Amérique du Sud, malheureusement, moi j'ai le Bonin, ils ont plusieurs grandes plantations, il y a des truands là-bas. Et pour la drogue, ils sont armés et tout, avec des gars du jeté comme ils débarrassent, ils s'en foutent complètement du cacao, ils veulent mettre de la drogue à la place. Et tout le monde a peur. Et du coup, c'est sans doute la cause de l'augmentation. Si tu réduis les hectares de cacaoyers en Amérique latine parce que tu plantes de la coca, tu réduis la production, les cours montent. Mais voilà, un peu pour le client, ça devient de plus en plus cher. Oui, mais la cocaïne descend. Et la cocaïne descend. Voilà. Ça paraît. C'est moins cher de la cocaïne. Puisqu'on est dans des denrées un peu Légal. Voilà. Jean-Christophe, Oui. Arnaud de Montebourg est en train d'essayer de démontrer que reproduire de l'amande française, c'est possible et c'est rentable. Ouais, c'est... comment il s'appelle Alors que toutes les amandes viennent de Californie. Les amandes que nous consommons viennent de Californie. Arnaud de Montebourg est en train d'investir et de démontrer que c'est possible de à nouveau fabriquer des amandes françaises qui sont compétitives. et qui sont compétitives. Il faut Et que qui sont quelqu'un bonnes. nous mette des sanctions pour qu'on s'enferme comme la Russie. Alors voilà la question. Alors, justement, on va y venir. Donc, pour la troisième partie, que j'ai intitulée La pensée unique, ou comment cacher cette alternative protectionniste que nous n'oserons voir. Alors,
si on analyse un peu les 80 dernières années, on a eu une multiplication des institutions, GATT, OMC, FMI, CNUSED, OCDE, etc. Je ne cite que les plus grandes, ainsi que toutes les organisations régionales, CE, UE, ALENA, Mercosur, ASEAN, CCG, AELE, EE, etc., etc., qui avaient toutes pour base le libre-échange. Et donc, le protectionnisme était rayé de la carte. Alors, ça donnait l'impression, c'est le principe même d'une pensée unique, de croire qu'il n'y avait aucune alternative possible. Alors, Trump a plusieurs modèles. Parmi ces modèles, le président William McKinley, qui a pris des mesures protectionnistes, et donc il a créé le jour de la liberté, le 2 avril 2025, en rétablissant les mesures protectionnistes, en reprenant les bases juridiques du président McKinley, qui n'était pas le premier président protectionniste américain. C'est beaucoup oublié et beaucoup masqué, parce que les principales mesures protectionnistes américaines ont été prises. Ouais, enfin, c'est un peu ça. Pendant la guerre de sécession, avant la guerre de sécession, par les nordistes. D'ailleurs, on en avait un peu parlé avec M. Roussillon. Les nordistes se sont opposés principalement aux sudistes, pas sur l'affaire des esclaves, ça c'est la bannière qui est déployée, mais surtout sur l'accès au marché américain par les produits industriels, principalement britanniques, un peu français, un peu allemand, mais surtout britanniques, qui, bien entendu, étaient bien plus compétitifs que les productions du nord des USA, de la Nouvelle-Angleterre. Et donc, pour empêcher ces produits de venir, ils ont pris des mesures protectionnistes, et ça a abouti à ce que ne voulaient pas les sudistes, qui, eux, avaient toute leur économie, qui était basée sur l'exportation de coton vers les filatures de Manchester en Grande-Bretagne, et qui revenaient sous forme de produits de luxe. Vous avez tous vu Autant n'emporte le vent et ses grandes robes de crinoline, etc. Magnifiques, fabriquées à Liverpool et exhibées à Atlanta. Donc, l'histoire américaine est plutôt marquée par ces mesures protectionnistes qui ont été mises en place. Mais ce n'est pas aux théoriciens nordistes que je vais me référer. Je vais me référer à une branche des libéraux qui est très peu connue, qui porte plusieurs noms. On l'appelle l'école historique allemande. Elle est formée d'économistes allemands, que l'on appelle aussi caméralistes, puisqu'ils étaient très liés à tout ce qui était corporation, tout ce qui était chambre des métiers, enfin l'équivalent des chambres des métiers. C'est pour cela qu'on les appelle les caméralistes. Ces économistes vont développer leur théorie du protectionniste à la fin, dans la deuxième partie du XIXe siècle, en opposition au libre-échange, tout en défendant les principes du libre marché, de la concurrence, de la propriété privée, toute une série d'autres piliers du libéralisme. Et ils vont influencer très fortement les princes allemands et le chancelier Bismarck. Leur approche est très différente des anglo-saxons, puisqu'ils considèrent que les théories que j'ai développées, les avantages absolus, les avantages relatifs, etc., sont des théories utilisées par les anglo-saxons, donc principalement les britanniques, pour imposer aux économies une ouverture aux produits
britannique. C'est du nationalisme. C'est du nationalisme. Les Britanniques, notamment en Amérique latine, ont imposé les indépendances pour que les produits industriels britanniques puissent débarquer dans l'empire espagnol. Et on pourrait multiplier les autres exemples à travers toute la Terre. Les principes du système britannique, ça se voit sur le drapeau de l'Inde, c'était d'imposer la production et l'importation de produits britanniques en Inde, et les Indiens ont opposé, vous voyez le rouet sur le drapeau indien, une production locale. Donc voilà, les théories libérales utilisées par les Britanniques ou les Américains à partir du XXe siècle, c'était pour profiter et imposer l'ouverture des marchés à leurs produits. Et donc, les caméralistes expliquent qu'il faut mettre en place un protectionnisme éducateur pour permettre aux pays qui n'ont pas pu se développer industriellement et qui ne le pourront pas s'ils ne se protègent pas, le temps que leur entreprise soit compétitive. Et donc, pendant l'unification allemande, le marché allemand va être fermé, les industries allemandes vont apparaître, et au début du XXe siècle, elles seront aussi compétitives, voire plus compétitives que les marques britanniques. Le Made in a été inventé par les Britanniques comme premier signe de renversement. Ils voulaient montrer que les produits allemands étaient de moindre qualité, et donc ils ont obligé à ce qu'ils soient marqués de Made in. Et c'était une des toutes premières mesures protectionnistes britanniques. Les vraies mesures protectionnistes britanniques vont commencer qu'en 1931, après la crise de 29, au moment où ils s'aperçoivent que la qualité des produits allemands avait eu le temps de devenir égale, voire supérieure à une partie de leur production. Donc voilà, le protectionnisme éducateur, eh bien aujourd'hui on est à un nouvel âge de l'économie, et donc on s'aperçoit que les pays émergents, dans bien des domaines, peuvent faire pratiquement aussi bien que nos produits, et surtout à un coût nettement plus faible. Donc c'est très simple. Si on ne prend pas de mesures, tout ou presque va disparaître. Tout ou presque va disparaître. Tout ce qui était produit chez nous, on trouvera moins cher ailleurs. Les avions, je ne donne pas 20 ans avant que les avions chinois ne soient bien plus compétitifs que les Airbus. Et on peut prendre presque tous les exemples. Vous vous souvenez de l'intelligence artificielle, quand ils ont lancé ChatGPT, c'était génial. Quelques mois plus tard, il y a un Chinois qui, avec 10 fois moins d'investissement, a lancé une application d'intelligence artificielle quasi aussi performante que ChatGPT. Ça s'appelle comment? J'ai oublié, j'ai pas retenu. Dans 3 ans, ils sont sur la Lune. Les Chinois? Les Chinois. Qu'ils y restent. Dans 3 ans. 3 ans, ils marchent sur la Lune. Et sans doute la première femme à marcher. Tu ne crois pas que ce sera Elon Musk? Je te parle de la Lune. Je te parle de la Lune. Mars. Et ça va faire, à mon avis, le même choc que Gagarine, que la compétition. Sauf que là, le communisme, ça fait belle lurette qu'ils l'ont oublié. Il n'y a pas plus capitaliste que les Chinois. Ils ont toujours été capitalistes, tout le temps. Il y a eu la période maoïste qui a essayé de jouer les communistes. Ils ont vite compris que c'était l'impasse totale. Eux, ils sont ultra-capitalistes. Et à mon avis, ils vont... Ultra-capitalistes avec de l'argent public à fond la caisse aussi. Hein. Et ils sont pas libéraux. Eux, ils ont inventé l'État au service du capitalisme. Ouais.
Oui, avec une crise de l'immobilier gigantesque, avec un surinvestissement dans les infrastructures. Ils ont 10 fois le kilométrage de nos lignes à grande vitesse, et les 2 tiers sont vides. C'est une économie dirigée. C'est une économie dirigée. C'est une économie dirigée Et qui a fait son succès jusqu'à présent. et capitaliste. C'est une économie dirigée contre nous. Voilà. La civilisation chinoise est commerciale. Ah oui. Est commerciale. Depuis Depuis tout le temps. Il y a eu- Ça a toujours été comme ça. Il y a eu la période maoïste où ils ont fait les plus grandes erreurs, les plus grands massacres, 70 millions de morts. oui, au bas mot, ouais. Ouais. Et depuis qu'ils en sont sortis, depuis que le principe c'est peu importe que le chat soit gris ou noir pourvu qu'il ramène des souris, et ben allez-y, et puis ils sont allés, hein, ils foncent. Oui, mais c'est le pays au monde où il y a de bonne liberté, de loin, il me semble. Parce que là, tu peux pas critiquer aucun homme politique en Chine. En Russie, oui, mais pas en Chine. Oui, le système est basé sur un seul domaine d'intérêt. Produire, vendre, Il y a produire. des gens qui doivent critiquer, comme moi je critique le gouvernement, n'importe quoi. Et là-bas, ils sont. Le seul intérêt, c'est produire. Oui, c'est pas le Produire, sujet. vendre, c'est pas le sujet. Produire, vendre. Et alors pour nos agriculteurs, là, Alors, l'agriculture, elle va être très touchée, mais je dirais un peu moins, puisque il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. C'est quand même encore très géographique. Donc, ça crée un problème, les distances, les transports et les surcoûts qui vont avec. L'avantage qu'on a, c'est que on a encore beaucoup d'AOC, beaucoup d'IGP. Oui. je ne dis pas le contraire, mais bon, Alors, c'est clair que si on met de côté ces aspects-là, c'est fini. C'est terminé. Cochonou importe ses carcasses de cochons depuis la Chine, en conteneurs surgelés. Témoignage d'une connaissance qui travaille à l'usine de Saint-Symphorien-sur-Coise, dans le Rhône. Non, l'agriculture de base, c'est mort, c'est On fini. peut pas manger cochonou. l'agneau, Attends, pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? qui vient de De Nouvelle-Zélande. de Nouvelle-Zélande est moins cher que l'agneau français. Voilà. Jean-Christophe, pourquoi c'est mort? Parce que si on prend les Néo-Zélandais, ils vont avoir des troupeaux. Non, mais ça, ok. Les Allemands n'ont pas des troupeaux, comme tu dis, ok. Les Espagnols, tout ça, ils ont l'agriculture, hein, donc, globalement, qui nous a rattrapés et qui va nous dépasser. Alors, On a à peu près les mêmes structures, et nous, ben, les fermes de 1000 vaches qui avaient fait le Ouais. scandale, Ouais. c'est l'agriculture de demain ouais, ok. On ne veut pas. que nous, on a un peu freiné, on a un peu Non, posé, interdit. Voire on bloque interdit. carrément. alors que les Allemands, Et les ben Hollandais, les Et Espagnols voilà. ont basculé là-dessus. Voilà. Donc si on veut avoir une agriculture, il y aura soit les produits exceptionnels que j'évoquais avec les IGP et les AOP, soit une agriculture industrielle, où les robots remplaceront la main-d'œuvre pour faire chuter les coûts. D'accord, mais les robots existent là. Absolument. Les vaches sont traitées par des robots. Par des robots. C'est clair. Exactement. Et on l'accepte. Ils sont traités. C'est l'industrialisation. Avec un petit bémol, c'est que plus le terrain Ouais, c'est ça. est plat et linéaire, plus c'est probable que les robots soient très efficaces. Ce qui fait que chez nous, ben, je dirais une ligne Biarritz-Strasbourg au nord-ouest, c'est jouable. Au sud-est, Mais c'est pas plat. Après, il faut voir le poids de la réglementation et le poids de la fiscalité de l'État français, cette espèce de monstruosité qui étouffe l'économie française,
sur l'agriculture. Voilà, Oui. absolument. Je veux dire, c'est délirant. C'est délirant. La surréglementation. La surréglementation pathologique qui vise, qui sert exclusivement à entretenir les 6 Les millions de services fonctionnaires voilà. qui sévissent dans ce pays. Voilà. Et moi j'ai entendu parler d'une Il vote Macron ou il vote Mélenchon. Absolument. On a délocalisé l'industrie, Voilà. on veut délocaliser l'agriculture. C'est en cours. C'est en cours. Oui, tout à fait. Les hectares dans tous les pays qui sont très peu denses, en gros l'Afrique et l'Amérique latine, servent à cette délocalisation. Au début, c'était que des produits exotiques, donc ça ne concernait pas notre agriculture. Maintenant, tout ce qui est bétail, il n'y a plus de nécessité de localisation, puisque le bétail, et la volaille, hein, il n'y a pas forcément besoin d'être à l'extérieur, c'est bien plus productif si c'est uniquement à l'intérieur. Donc, Mais c'est des pauvres bêtes, c'est très réduit, ça. bon, de toute façon, ça termine en steak. Oui, mais- Voilà. Ça dépend de ce qu'on veut manger. Après, il y a aussi la, Surtout ça. il y a aussi la Vous propriété savez, du capital. Dans un McDo ou un burger, Il y a la propriété du capital de l'agroalimentaire de très grande production, Nestlé suisse, Unilever et britannique et hollandais, etc. Hein. Donc on a Danone, mais c'est à peu près tout en termes de toute façon, le raté français en matière d'agriculture, il est là, c'est que les producteurs n'ont pas du tout maîtrisé la chaîne de distribution. C'est ça. Et du coup, ils se sont fait maîtriser, entre guillemets, par les distributeurs. Et les distributeurs, Ou les transformateurs. moi je dirais les distributeurs, les Carrefour, les Leclerc, etc., ont commencé à développer des centrales d'achat. Ces centrales d'achat ont commencé à trouver des fournisseurs alternatifs, ont commencé à industrialiser les processus, et en bout de chaîne, eh ben, les agriculteurs se retrouvent marginalisés. On a cité ces exemples de Leclerc, on disait l'épicier de je ne sais plus quel village breton, et ainsi de suite. On n'a pas eu de paysan qui ait cette démarche d'aller vers la commercialisation et de développer la commercialisation. C'est un autre métier. Oui. Eh oui, Les habitudes changent. Hein. Et il faudrait très rapidement que ces habitudes changent pour qu'on ait des filières qui partent des producteurs. Parce que regardez ce qui se passe dans la vallée du Grésivaudan. Hein, vous avez un certain nombre de fermes qui vendent directement aux consommateurs, et moi je suis le premier à y aller. Mais oui. Et ben, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait Plus depuis... acheter ailleurs. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait plus tôt? Oui, parce que Et c'est aussi presque les moyens venu des gens, hein. des acheteurs moyens et non pas de... Financier. Tu fais 1 litre de soupe aux légumes Knorr, Unilever, 90 centimes. C'est tout. Le pouvoir d'achat des Français, on a quand même 10% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Hein, c'est-à-dire 60% du revenu médian. Hein. Oui. Dire les gens ils peuvent pas. Hein. Ils peuvent pas. Ils vont chez Aldi, chez Lidl, qui sont d'ailleurs des Allemands. des Allemands. Et bon, on peut voir aussi ce qu'ils vendent dans ces grandes surfaces. Hein. Oui, mais parce que c'est accessible. C'est financièrement accessible. Et la qualité de Parce tasse. que se servir chez le paysan du coin, c'est souvent des fois moins cher que sur le marché. Hein. Oui. Ah oui, là, parce que tu sautes à l'intermédiaire, oui, c'est sûr. Il faut sauter les intermédiaires. Mais Alors, regardez, on a quelqu'un qui vend du chocolat ici. Bon. Ah ben, Regardez, qui est-ce qui Mondelez, c'est américain. C'est donc le chocolat de grande production qu'on trouve dans les supermarchés. Mondelez, c'est américain. Nestlé, c'est suisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Barry Colville. on a Lindt und Sprüngli. L'action, on a regardé tout à l'heure, elle est cotée aujourd'hui 120 000 francs suisses à la bourse de Zurich.
Et elle a doublé, en 10 ans. elle a doublé en 10 ans. Elle était à 65 000 francs suisses. Une bonne partie des produits utilisés en pâtisserie, et notamment tout ce qui tourne autour du chocolat et du praliné, ça a été multiplié par 2. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que la propriété de la production, hein, donc le capital investi, n'est plus française. CMOA a quasiment disparu. Bon, ils font un petit peu dans le midi. ils sont maintenant à Perpignan où ils font des trucs de bas de gamme. Qu'est-ce qu'il y a, les Poulains a disparu. CMOA était ici, à Grenoble. Lanvin a disparu, alors c'était quand même. Hein, je suis fou du chocolat Lanvin. Hein, Dali. Il a disparu aussi. Bref, Qui a aussi disparu. pour conclure, donc on est dans une nouvelle phase, avec un nouvel âge du protectionnisme. D'ailleurs, lorsque le chancelier allemand, M. Merz, a été reçu par Donald Trump, il lui a offert un cadeau un peu particulier, l'acte de naissance de son grand-père à Donald Trump, En Allemagne. qui est né en Allemagne, qui est né en Rhénanie. Et il est né au moment où les économistes, en particulier M. List, le principal théoricien du protectionnisme que j'ai présenté tout à l'heure, était en train d'officier. Et donc aujourd'hui, on le voit, même l'Union européenne s'est mise à prendre des mesures protectionnistes. Tous les pays ont commencé à étudier leur ouverture, à réviser leur ouverture, à réagir aux mesures choisies par le président américain, et on va commencer par la Chine. Donc, il est clair que le cycle du libre-échange tel que nous l'avons connu est remis en cause, pas seulement par l'effet Trump, hein, c'est beaucoup plus profond, c'est parce que la logique absolue de ce libre-échange fait que, comme on vient de l'évoquer, toute une série de branches ne tiendront pas, disparaîtront, et que s'il n'y a pas des réactions, c'est impossible qu'il n'y ait pas de réaction. Il y aura forcément des réactions. Si on veut les limiter, les canaliser, ou les éviter avec toutes les conséquences, on a déjà assez donné avec le nombre de révolutions que nous avons subies, eh bien, il est temps que ces mesures s'imposent. Voilà pour conclure sur ce thème qui n'est qu'une conclusion provisoire, puisqu'évidemment, le thème sera appelé, comme je l'ai évoqué en introduction, à faire florès dans les années qui viennent. Voilà. Bon, il est 9h moins quart, on a un petit quart d'heure pour des questions. Je crois qu'on oui, on a pas mal débattu. On a pas mal débattu. Mais c'est bien. Moi, simplement pour illustrer un peu la nécessité pour la France, si un pouvoir qui voudrait restaurer sa souveraineté, la souveraineté de la France, quelles seraient les mesures de protection que... Moi j'ai envie de parler de quelque chose d'actualité. Est-ce que vous savez que l'Assemblée nationale va étudier dans les jours qui viennent justement une disposition qui lui est proposée, qui lui est imposée par l'Union européenne et qui serait d'ouvrir les barrages, ces barrages, 40% des barrages français à des capitaux privés qui ne seraient donc pas des capitaux EDF. Oh non, Donc, ça suffit. Oui, ça suffit, sauf que c'est un sujet qui va être débattu au Parlement. Oui, bon... C'est la députée de la 4e, la socialiste, qui se targue d'avoir fait justement barrage à cette directive, enfin cette loi européenne. Et elle s'appelle, comment elle s'appelle? Elle est députée de Nord-Fontaine et puis Trièves, tout ça. Battistel, oui. Battistel. Elle ne se prend pas pour rien d'ailleurs, hein. Elle est allée mettre ça dans toutes les boîtes aux lettres, hein. Moi je l'ai reçu. Et, mais cela dit, on sera obligé quand même de vendre, de mettre de l'électricité sur le marché, etc. Hein. Donc il y a une contrepartie. Hein.
Et cela dit, attendez, C'était des sujets sur le nucléaire, ça va passer à l'hydraulique. l'hydraulique, la Compagnie nationale du Rhône a été reprise par Engie. Ou non, c'est l'espagnol, Engie. non? C'est pas l'espagnol? Engie. Non, les Espagnols ont repris la chaîne, la Société hydroélectrique du Midi, Ah d'accord. Iberdrola. Iberdrola, voilà. Bon, la Compagnie nationale du Rhône, c'est C'est Engie, ok, ok. Engie Je croyais que peut c'était vous Iberdrola. vendre des contrats. Ah, mais vous savez, ça va être... c'est de l'énergie propre. Hein, parce qu'il y a quand même 12 barrages sur le Rhône qui ont été construits par le financement public à partir des années 20-30. Hein. Autre cas pratique qui est toujours lié à l'actualité, donc un sous-traitant dans la défense, là, est racheté par les Américains et le gouvernement donne son accord. Très grave. Et l'objection qui est faite aux souverainistes, c'est mais ça a été vendu à des Américains parce qu'il n'y a pas eu d'offre faite par une société française de reprise de l'activité de cette entreprise. Donc, devant l'absence de repreneurs, ou alors on fermait l'entreprise, ou alors on l'a donnée. Bon. Donc ça, c'est quand même une des difficultés que l'on peut avoir, une objection qu'on peut entendre, qui est de dire jusqu'où va-t-on dans la protection, sans tomber dans un socialisme généralisé. Oui, oui, alors c'est l'enjeu politique, puisque... Et comme toi, je suis colbertiste. Voilà. Mais jusqu'où aller quand même, jusqu'où il faut quand même s'arrêter dans la collectivisation des biens de production. Alors, le mix est souvent la solution. On évoquait le colbertisme, on pourrait évoquer le colbertisme chinois, qui a fonctionné sur un mix. C'est-à-dire que l'État, oui, il intervient, mais il intervient en s'associant à des investisseurs nationaux. La Chine, au niveau des constructeurs automobiles, elle a fait un peu ce que le Japon avait fait 50 ans plus tôt. L'État a un peu distribué les jetons, a un peu transmis la balle au secteur privé, mais en étant là pour appuyer. L'exemple qu'on vient de citer sur les barrages, c'est un peu la logique inverse imposée par les principes de l'Union européenne. Principe de l'Union européenne, mais la concurrence avant la politique industrielle, en disant il ne faut surtout pas que l'État s'en mêle, et donc si l'État contrôle les barrages, il faut les vendre. Et si c'est des Espagnols qui achètent, on vend aux Espagnols, aux Allemands, aux Suédois, etc. Mais l'État se retire. Ça, c'est le contre-exemple. Il faut un retour des politiques industrielles. Les commissaires européens, il y a un commissaire à la concurrence. Pendant longtemps, c'était une Danoise, maintenant je ne sais plus qui c'est qui a récupéré le mandat. Il manque un commissaire à l'industrie et au choix industriel et à la volonté affichée de l'État de transmettre à des privés qui ont de l'ambition, de l'initiative et de la volonté, un peu comme avait fait Colbert. Alors bien entendu, avec les yeux d'aujourd'hui, c'est suspect de s'enrichir à partir de l'État. Ça avait produit, ça avait marché, ça avait créé ces manufactures dont certaines continuent d'exister aujourd'hui, à commencer par Saint-Gobain. Eh bien, c'est ce modèle-là de mix où il y a d'un côté une politique industrielle, une politique nationale, une priorité nationale qui est mise en place. Là, la priorité nationale, elle est illégale. Donc du coup, on se retrouve dans ces situations où les barrages du midi de la France sont vendus à un Espagnol.
très cher. Mais elle est illégale. Oui, c'est depuis illégal. peu. Ben oui, mais... Ah non, non, Oui, mais il y a des c'est barrières quand même. depuis la fondation de l'Union européenne. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. C'est c'est- ce que je veux Oui, dire. non, mais bon, Donc on après, fait sauter l'Union européenne et on exactement. est libre. et on est libre. Exactement. Les frontières économiques sont Parce comme que- les frontières humaines, ce sont des passoires. Cela dit, il y a quand même On est les quelques dindons exceptions. Ouais. Je pense en particulier en Europe. Ouais. Je pense en particulier à l'industrie ferroviaire que je connais bien. Oui. Alstom a massivement les marchés français, que ce soit RATP, SNCF ou même des Espagnol. réseaux locaux. Ici, c'est tout de Alstom qui roule. Hein. Les Espagnols, CAF, ont les marchés espagnols. Alors, ça commence à se diversifier un petit peu. Hein. Siemens a tous les TGV allemands, même s'il y a quelques Espagnols, et les Suisses, c'est Stadler qui inonde et qui a le monopole sur le marché suisse. Donc, alors ça commence à se diversifier un petit peu. Siemens vient de remporter un gros marché des chemins de fer suisses, au grand scandale de Stadler, qui est allé dire, mais c'est une honte, c'est nous. Ils font du très bon boulot. Hein. Voilà, donc Alors, il y a quand même encore des barrières. Hein. voilà, il y a effectivement, donc lors de la mise en place du marché unique, il y a eu, je ne me souviens plus du chiffre, 247 directives. Si ce n'est pas 247, c'est 257, je ne me souviens plus du chiffre. Une directive par branche assez précise. Et donc il y a eu des vagues. Il y a eu une directive sur la poste. Donc jusqu'à la mise en place de la directive, la poste avait l'exclusivité absolue de la distribution du courrier. Aujourd'hui, la poste danoise, pour donner un exemple, n'a plus de boîte aux lettres, c'est fini, c'est terminé. La poste danoise n'a plus de boîte aux lettres, c'est fini. Ce sont des privés qui c'est voilà, c'est le privé qui je ne sais pas ce que fait la poste danoise d'ailleurs, ça peut encore s'appeler la poste, mais en tout cas il n'y a plus de boîte aux lettres pour la poste danoise, etc. Donc les directives sont arrivées par vague. Tous les secteurs ne sont pas encore en application des directives. Alors j'ignore ferroviaire. Je sais qu'on peut prendre un train à Chambéry pour aller à Paris, qui est italien. qui est Ça, italien. c'est l'exploitant, oui. Il y a un train espagnol, je ne sais pas jusqu'où il remonte, au moins jusqu'à Marseille, en venant de Barcelone. Il y a 2-3 lignes qui sont comme ça. Je parlais du matériel roulant, hein, c'est tout. Enfin, du Voilà, matériel. alors je commence par les exploitants. Les exploitants, ça commence. Donc il y a des vagues. Pour le matériel roulant, je ne connais pas du tout la directive. Je ne sais pas si elle a commencé. En général, c'est assez lent. Mais normalement, tous les secteurs vont y passer. Hein, tous. C'est-à-dire qu'il y a une protection technique. C'est ça. Alors, plus c'est technique, plus la directive est lente à se mettre en place. Voilà. Pour les pommes de terre, allez, en 62, c'était déjà réglé. Je dis n'importe quoi, j'ignore. Un produit hyper technique, la directive, elle est en train d'être réfléchie ou en train d'être mise en application. Et donc, il y a des délais énormes. Mais tout y passe. Tout est... Oui, puis, quand vous avez des exploitants publics, donc qui sont propriétés de l'État, quelle que soit la forme juridique, soit une société anonyme à 100% d'État ou autre, comme c'est le cas en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie avec EFS, ils privilégient évidemment, dans leur marché, ils privilégient les producteurs locaux. On est content que l'usine de Belfort d'Alstom croule sous les commandes alors qu'elle a failli fermer il y a 5 ans. Exactement. Yves, tu voulais poser Oui. une question? Est-ce que l'Union européenne, c'est pas les inconvénients du soviétisme plus les inconvénients du capitalisme sans en avoir les avantages? Non. C'est un peu ça. C'est même beaucoup cela, puisque ils n'ont pas réussi en 70 ans à générer un nationalisme à cette échelle-là. Ils ont même cherché à produire l'inverse. Ah oui, c'était pas le but, le nationalisme. C'était justement, c'était la destruction. Oui. Exactement. Mais aujourd'hui, dans toutes les crises géopolitiques qui nous environnent, c'est là où on voit
l'énorme défaut. Ce défaut, personne n'osait l'évoquer. Là, maintenant, on a le doigt dessus. Et ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas osé, ils n'ont pas su, ils n'ont pas anticipé cette échelle-là. Moi, je voudrais... Moi, je pense que c'était su de l'avance. Oui, mais toute la littérature, il y a eu une énorme publication d'ouvrages sur la construction européenne, et il y avait une vision, comment dirais-je, Irénique. Voilà, c'est ça. Et paradis. Paradis. Voilà. Mais pas du tout. Ah, si, non, je veux dire oui, mais c'était du théâtre. Oui, voilà. Mais justement, ils n'ont pas su incarner. Ils n'ont pas su incarner. Mais non, mais pas Non, mais c'est d'intention. pas incarné, puisque Jean Monnet venait des valises américaines. Non, mais Les pères de là-dessus... l'Europe étaient issus des valises américaines. Mais le projet, c'était de neutraliser la France, de la détruire autant que possible. Bien sûr. Moi, c'est le sentiment. Moi, je voudrais pas qu'on reste sur des considérations qui justement, finalement, nous pousseraient à la résignation devant cette... je crois que... je prendrai deux exemples. On a la chance d'avoir aujourd'hui à la tête d'EDF quelqu'un qui est un souverainiste, un nationaliste, quelqu'un qui place ses hommes un peu partout, et qui veut reprendre aux Allemands l'initiative, qui veut reprendre le pouvoir au sein d'EDF contre l'Allemagne. Et donc, bon, de même qu'on a à la tête de la FNSEA un gars qui, finalement, aurait très bien pu rester dans son coin et gagner sa vie très confortablement sans ce... Or, il a une... Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'il a écrit et ce qu'il a fait dans sa partie, mais il a fait dans les oléagineux une lutte pour défendre des intérêts français. Et oui, absolument. Il a fait un travail remarquable. Alors bien sûr que la coordination rurale, que les petits agriculteurs sont montés contre lui parce qu'il est le représentant d'une agriculture qui n'est pas à la même dimension que leur exploitation familiale. Il n'empêche que pour la France, il a développé vraiment une pratique de la souveraineté alimentaire qui est remarquable. Et moi, pour avoir été à la croisée de l'industrie et du monde de la production agricole, quand j'étais dans le fruit, je vois que c'est un peu comme dans toute maison, on a besoin des gros cailloux et des petits cailloux. Et on ne peut pas avoir une agriculture qu'avec des petites exploitations de taille familiale. Il faut aussi des exploitations de taille plus considérable. Et le génie de cette filière de l'oléagineux, c'est qu'elle a réussi à continuer d'être profitable, d'être française et d'être souveraine et indépendante. Et lorsque tu lis ce qu'il écrit, tu t'aperçois qu'il a des propositions très concrètes pour maintenir cette souveraineté alimentaire en France, alors que sans quoi, sans des gens comme lui, eh ben, on serait... Donc il faut pas être... Alors c'est bien de défendre les petits, mais on a besoin de grands aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'actuellement, ces grands-là donnent vraiment l'impression, quand on regarde les faits... eh bien non, dans la dernière... contre le Mercosur, il a été... Non, jamais la révolte contre le Mercosur n'aurait été aussi efficace si, justement, des gens comme lui n'en avaient pas pris la tête et n'avaient pas autorisé certaines actions. Donc il faut pas être aveugle. Et moi, je mise beaucoup sur des gens comme eux. On a cette chance d'avoir quand même des grands patrons, des grands chefs d'industrie qui sont des patriotes, qui sont des souverainistes. Et je vais vous citer un autre exemple. Comment expliquez-vous que la France, bien avant De Gaulle, bien avant la Ve République, qu'elle ait pu bâtir l'industrie nucléaire civile qu'elle a, s'il n'y avait pas eu des hommes, alors qu'on était sous la 4e République, on était vraiment dans le 36e dessous
sur le plan institutionnel, c'était affreux. Et bien malgré ça, les 50 centrales nucléaires françaises, c'est pas De Gaulle qui nous les a données, c'est pas vrai. Elles ont été faites bien avant, elles ont été bâties bien avant. C'est toutes les décisions qui avaient été prises avant De Gaulle qui ont permis à ces 50 centrales nucléaires de sortir. Mais ça, c'est très bien. Mais Donc il faut essayer d'en comprendre le ressort. Et le ressort, pour moi, il est dans... Nous sommes encore capables de former des ingénieurs, de former des gens qui Ça, sortent... il n'y a pas de problème. on n'en doute pas. Non, mais ça veut dire que ce qui compte, c'est d'arriver à les garder, à leur donner le pouvoir contre les politiques et en dépit des politiques. Et ça, je crois que des boîtes comme EDF sont capables de le faire, et peut-être que dans l'agroalimentaire, on est encore capable de le faire. Moi j'avais été frappé dans le groupe Péchinet auquel j'appartenais par le fait d'avoir été visité, alors que j'étais vraiment un petit élément. Hein. Il y a des grands patrons qui avaient l'esprit industriel, qui avaient le souci de la souveraineté, et ça existe encore, il y en a. Mais ce qu'il faut, c'est les chercher Et les valoriser, et les essayer de les favoriser. Mais Péchinet n'existe plus. Mais non. Mais justement parce qu'on a été trahi par les banquiers, par les... Par contre, Constellium à Voref, méthodologie des alliages aluminium-lithium pour l'aéronautique et qui sont top dans le Oui, mais monde, qui sont top, mais c'est le produit de recherche qui ont démarré à l'époque où Péchinet existait. Hein. Et ils font des applications aux États-Unis, au Canada, en Suisse, Dans le etc. monde. Hein. Et en France, avec des usines de production en France. Voilà, donc... Ah oui, il y a des veines à exploiter, que la culture souveraine revienne, ne serait-ce qu'en réaction au fait que partout c'est en train de virer au souverainisme, quoi. Oui, absolument. Donc là, il y a une opportunité à saisir. Ça finit par piquer. On sera les derniers à le comprendre, mais quand on voit la logique chinoise, elle est souveraine, la logique japonaise, elle l'est. Ça transcende de partout. Absolument. Donc ça pourrait faire tomber l'UE. Ah ben, La logique de l'UE. il n'y a pas à lutter La logique contre de l'UE. C'est le principe de réalité. Hein. Va se déliter petit à petit. Ou se transformer. Elle va Ou se transformer. se transformer de l'intérieur, c'est pas trop possible. Oui. Par contre, se déliter et se recréer sous une autre forme, oui. Laquelle Laquelle forme La forme est la forme souveraine. D'une logique très fédérale à une logique très confédérale. La providence, il pourvoira. Oui. Non, mais peut-être aussi un peu Là, notre... on voit bien que ça bat de l'aile et puis que ça va partir. Et quand vous voyez déjà la réaction du chancelier allemand, l'Europe apparemment, ils en veulent plus, les Allemands. Exactement. Donc, Il est 9 heures. On Je vous invite à vous rapprocher du bureau. Heureusement qu'on a von der Leyen.